Après plus de 2 ans de combat, Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu. Lors d'une conférence en Égypte, le gouvernement Netanyahou et le Hamas ont signé hier des accords majeurs pour réduire les hostilités et engager le Moyen-Orient vers une paix durable. Bientôt, Israël retirera ses troupes de la majeure partie de Gaza, le Hamas libérera ses derniers otages vivants et l'aide humanitaire arrivera enfin dans cette zone de guerre en grande détresse. Pour la première fois depuis des mois, il existe une vraie raison d'être optimiste sur le conflit Israël-Hamas. Ce cessez-le-feu pourrait permettre une longue période de paix et de reconstruction. Mais si la paix est vraiment proche, ce ne sera pas par hasard. Israël et le Hamas vont devoir faire la paix, d'abord en respectant ce cessez-le-feu, puis en s'attaquant aux immenses problèmes persistants qui restent encore à résoudre. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est très positif, mais ce n'est pas la fin. Ce que feront Israël et le Hamas de cet accord décidera si les peuples d'Israël et de Gaza pourront vivre sans guerre. Et maintenant, un petit mot de notre sponsor, moi-même, ou plus précisément, mon site web front.co. Vous vous êtes déjà dit, vous savez qu'il n'y a tout simplement pas assez de contenu sur Warfront, 6 vidéos par semaine, ce n'est tout simplement pas suffisant pour moi. Je veux un monde plus fou, plus de guerres, plus de morts. Mais d'abord, quel était votre problème ? Deuxièmement, bonne nouvelle. Du contenu supplémentaire sur Warfront est disponible sur warfront.co. Regardez, dès cette semaine, nous publierons 2 vidéos exclusives par semaine sur notre nouveau site réservé aux abonnés, front.co. Pour 5$ par mois, accédez à du contenu exclusif de Warfront, absent de YouTube. Nos premières 100 vidéos sont déjà en ligne, explorant des sujets aussi actuels que la question de savoir si la Pologne pourrait gagner une guerre contre la Russie, et aussi intemporels que la façon dont la Corée du Sud en est venue à construire le meilleur char du monde, et pour rendre l'offre encore plus intéressante. Nous demandons également à nos rédacteurs de contribuer chaque semaine 2 articles écrits approfondis, explorant un angle inhabituel ou moins apprécié de la géopolitique et de la guerre. Vous aurez plus de vidéos appréciées et pourrez lire les avis sans filtre de nos rédacteurs sur la guerre. Si vous aimez cette chaîne, vous adorerez warfront.co, seulement 5$ par mois. Cela nous soutient chez Warfront, Political Front et warfront.co. Rien ne change ici. J'ai appris des erreurs des anciens youtubeurs. Aucun contenu existant ne sera mis derrière un paywall. Les 6 vidéos par semaine seront toujours là pour vous. Comme avant. C'est tout bonus, mon pote. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent d'Austin Powers là. Mais oui, warfront.co, allez-y simplement. Bon nom de domaine, non ? Il a coûté cher. Avant de commencer l'épisode, un mot sur le timing. Même si Israël et le Hamas soutiennent le cessez-le-feu, la situation au Moyen-Orient reste très instable. Tout ce que nous évoquons dans cet épisode est exact, selon nos connaissances et capacités, jusqu'au 10 octobre au matin, heure de Jérusalem et Gaza. Tout ce qui s'est passé après ce moment-là ne sera pas pris en compte au cours de la discussion, mais vous pouvez être sûr que si quelque chose de vraiment important se produit, nous reviendrons bien sûr pour en parler. Les discussions ayant abouti au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ont duré des semaines, mais ce n'est que récemment qu'une avancée a été perçue. Des hauts responsables américains sont arrivés aux négociations, les dirigeants du Moyen-Orient ont accru la pression sur le Hamas, et mercredi soir, une annonce imminente semblait évidente. En l'espace de quelques heures seulement, les dirigeants respectifs d'Israël et du Hamas avaient chacun confirmé qu'ils avaient accepté un ensemble de conditions. L'accord a été officialisé le lendemain par la signature des représentants de chaque groupe en Égypte. L'accord engage Israël et le Hamas à participer à la première phase de ce qui devrait être un cessez-le-feu en plusieurs étapes, les négociations sur les phases suivantes devant se poursuivre. Au moment où nous écrivons ces lignes, le texte complet de l'accord n'a pas encore été rendu public à l'échelle mondiale. Mais d'après des médias mondiaux, la première phase semble reposer sur 3 points clés. Premièrement, Israël et Hamas procéderont mutuellement à un échange de prisonniers, Hamas s'engageant à libérer d'un seul coup les 20 derniers otages israéliens vivants qu'il détient. Il n'y aura aucune des cérémonies provocatrices que le Hamas a organisées lors des libérations précédentes. En retour, Israël libérerait environ 2000 prisonniers palestiniens, dont plus de 1700 détenus à Gaza et 250 condamnés à perpétuité dans ces prisons. Les dépouilles restantes des otages israéliens seront remises au fur et à mesure. Mais le Hamas dit que certains corps n'ont pas encore été retrouvés.
De plus, dans le cadre de l'accord, les forces israéliennes ont accepté un retrait progressif de certaines parties de la bande de Gaza, bien que leurs troupes resteront présentes dans certaines zones. Washington indique qu'Israël se retirera d'environ 58% de Gaza, contre plus de 80% du territoire contrôlé lors de l'acceptation du cessez-le-feu. Jeudi, un porte-parole israélien a indiqué qu'Israël pourrait occuper 53% de Gaza, sans expliquer cette différence. Selon les spécifications de Washington, Israël maintiendra sa présence dans la majeure partie de Rafah et dans la majorité des unités de Cannes, ainsi que dans plusieurs autres zones qui étaient autrefois des quartiers densément peuplés de Gaza. Israël gardera le contrôle des points d'accès frontaliers, et il est peu probable que les Gazaouis puissent immédiatement revenir dans leurs anciennes zones d'habitation, même si ce n'est pas précisé dans le cessez-le-feu. Israël et le Hamas accepteront un cessez-le-feu total. Enfin, Israël devrait autoriser l'entrée d'au moins 400 camions d'aide humanitaire à Gaza presque immédiatement, puis permettre à l'aide de circuler régulièrement vers Gaza à partir de ce moment-là, à raison d'environ 608 camions par jour. C'est assez pour couvrir les besoins de la population de Gaza d'avant-guerre et reconstituer les stocks essentiels comme carburant, médicaments et fournitures hospitalières. Israël et le Hamas ayant accepté le cessez-le-feu, la priorité sera d'arrêter les combats, ce qui n'était pas encore fait lors de la préparation de cet épisode. Malgré la fin des hostilités par les forces israéliennes dans la plupart des zones, des explosions sporadiques ont retenti jeudi dans tout Gaza, notamment dans plusieurs secteurs centraux et méridionaux. D'après des sources israéliennes, les frappes ont uniquement ciblé des menaces imminentes pour leurs troupes en repositionnement. Le nombre de morts signalés à Gaza restait très bas, mais non nul. Selon le bilan publié jeudi, 11 corps ont été amenés dans les hôpitaux au cours des 24 heures précédentes et 49 autres personnes ont été comptabilisées comme blessées. Les forces de défense israéliennes, ou Tsahal, ont confirmé jeudi leur passage à des lignes strictement défensives dès le cessez-le-feu. La libération des otages vivants doit avoir lieu sous 72 heures après la signature de l'accord par Israël. Ce délai prendra fin lundi, donc le Hamas devrait libérer les 20 otages d'ici là ou avant. Ils iront dans 3 hôpitaux près de Tel Aviv pour être évalués, nourris et retrouver leurs proches. Quant au corps des otages décédés, il n'est pas clair quand ils seront tous rendus, ni combien seront rendus dans les prochains jours, mais des observateurs internationaux ont souligné que le processus pourrait prendre des semaines, voire des mois. Les emplacements de certains corps d'otages restent inconnus, notamment parce que certains surveillants du Hamas ont été tués. On pense que 28 corps d'otages sont encore à Gaza. En retour, le Hamas a soumis une liste des prisonniers qu'il souhaite voir libérés. Israël publiera cette liste et les personnes qui ont été victimes des attaques perpétrées par ces prisonniers auront 24 heures pour faire connaître leurs objections. Certains noms attendus sur la liste du Hamas pourraient créer des tensions, notamment Marwan al-Barghouti, souvent cité comme chef d'État préféré des Palestiniens pour un État souverain, ainsi qu'Ahmed Sadat, ancien chef militant. Israël a déjà annoncé qu'il refusera la libération de Barghouti. Les Nations Unies y vont intensifier l'aide à Gaza, initiative que le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré prête à être lancée immédiatement. Selon les estimations du chef de l'aide d'urgence de l'Organisation des Nations Unies, il y a déjà 170 000 tonnes d'aide prêtes à être acheminées immédiatement vers le territoire, et cette aide est désespérément nécessaire. Selon une étude publiée mercredi dans The Lancet, près de 55 000 enfants de moins de 6 ans seraient en situation de malnutrition aiguë dans l'ensemble de Gaza. Après les premières étapes de mise en œuvre, Israël, le Hamas et les médiateurs internationaux se pencheront sur les prochaines phases du cessez-le-feu, probablement autour des termes du plan de paix en 20 points proposé par l'administration Trump fin septembre. L'accord prévoit qu'Israël accorde l'amnistie aux membres du Hamas et offre un passage sûr à l'étranger aux habitants de Gaza souhaitant partir. En échange, le Hamas se désarmera volontairement et ne sera pas autorisé à participer à la future administration de la bande de Gaza, ni directement ni indirectement. Selon le plan, la reconstruction de Gaza commencera, et les habitants du territoire ne seront pas forcés de partir contre leur volonté, ce qui contredit les plans précédents que Donald Trump a soutenus. Israël sera interdit d'occuper ou d'annexer Gaza, tandis que le territoire sera temporairement administré par un comité palestinien technocratique et apolitique, lui-même géré par un conseil international de superviseurs dirigé par Donald Trump lui-même.
Bien sûr, il y a beaucoup d'ambition derrière tous ces objectifs, et il devrait être évident que certains points du plan de Donald Trump seront très difficiles à atteindre, même dans les meilleures circonstances. Mais que ce plan soit maintenu tel quel, modifié ou renégocié, ou qu'il soit abandonné au profit d'un autre cadre, ce sont des questions qui seront débattues entre les équipes de négociation à mesure que le processus de cessez-le-feu avancera. Et bien sûr, nous ne pouvions pas conclure cet épisode sans au moins évoquer certains des nombreux points de blocage qui subsistent encore. Rappelez-vous, c'est un accord de cessez-le-feu de première phase, pas un accord de paix global, et le Hamas-Israël ou les deux pourraient à tout moment faire marche arrière pour diverses raisons. En fait, il est tout à fait possible que le cessez-le-feu s'effondre avant même que vous ne voyiez cet épisode. Même si nous ne prévoyons pas cela, l'absence d'échec diplomatique jusqu'ici n'exclut pas qu'il reste possible. Nous commençons par le Hamas avec les conséquences de sa décision de libérer ses derniers otages et, s'il respecte sa promesse, de rendre rapidement les corps des défunts. Pour le Hamas, libérer les otages est un risque majeur que comprennent parfaitement le Hamas et Israël. La perspective qu'Israël puisse éventuellement obtenir la libération des otages ou que les otages puissent être tués par le Hamas ou par des tirs israéliens a donné au Hamas la majeure partie de l'influence qu'il exerce sur Jérusalem. En libérant les otages, le Hamas espère qu'Israël n'aura plus de raison de poursuivre la guerre et a demandé à Washington de s'assurer qu'Israël respecte ses engagements. Si le gouvernement Netanyahou poursuit la guerre pour détruire totalement le Hamas, objectif jugé essentiel par Netanyahou, alors le Hamas aura plus de difficultés à contraindre Israël à négocier. Même si Netanyahou ne prévoit pas de reprendre la guerre après le retour des otages, plusieurs questions resteront sans réponse à ce stade des négociations. Le Hamas n'a pas encore accepté de se désarmer, ce qu'Israël considère comme indispensable pour une paix durable, et le Hamas n'a certainement pas approuvé la partie du plan de Trump selon laquelle il n'aurait aucun rôle à jouer dans une Gaza d'après-guerre. Dès jeudi, un haut responsable du Hamas a déclaré aux médias qataris que le groupe rejetterait l'idée d'un conseil international de paix chargé de superviser la reconstruction. La question des corps des otages décédés se pose car il est possible que le Hamas ne puisse pas tous les retrouver ni les restituer. Combien de temps Israël attendra-t-il une résolution avant de juger que le Hamas cherche à retarder et de rouvrir le conflit ? Que se passe-t-il si Israël refuse de libérer les prisonniers demandés par le Hamas ? Cela pourrait-il devenir un blocage majeur ? Que se passe-t-il si le Hamas se rend compte qu'il ne peut pas contrôler certains des combattants les plus radicaux dans ses rangs ou qu'il ne peut pas contrôler ses affiliés armés comme le djihad islamique palestinien ? En Israël, l'avenir politique de Netanyahou pourrait être décisif pour la suite. Israël devrait organiser des élections au plus tard en octobre 2026, bien que ces élections puissent avoir lieu plus tôt si le gouvernement de Netanyahou venait à s'effondrer, et la combinaison de la lassitude face à la guerre, de la désillusion envers le leadership de Netanyahou et d'autres facteurs internes pourraient suffire à faire perdre sa position à Netanyahou. Le Premier ministre israélien est un survivant politique accompli, et selon de nombreux experts en Israël et à l'étranger, son désir de conserver le pouvoir et d'éviter le spectre d'un procès pour corruption a largement contribué à la durée de la guerre à Gaza. Sa coalition existe également grâce au bon vouloir des dirigeants d'extrême droite, qui pourraient l'abandonner si Israël s'engageait dans une paix à laquelle il s'oppose. D'un autre côté, cela pourrait inciter Netanyahou à reprendre la guerre contre le Hamas une fois que les otages israéliens seront rentrés chez eux, afin de prolonger encore son mandat et de tenter de rallier le soutien populaire. Ou cela pourrait pousser Netanyahou à envisager une option déjà abordée dans l'épisode précédent, publié hier avant l'annonce d'un cessez-le-feu imminent. Après leur conflit de 12 jours plus tôt cette année, Israël et l'Iran semblent tous deux se préparer à un retour du conflit. Et lors des précédentes périodes de cessez-le-feu à Gaza, Netanyahou a tourné l'attention d'Israël vers l'Iran et d'autres groupes militants soutenus par l'Iran. Aussi paradoxal que cela semble, une paix durable à Gaza pourrait en fait rendre une guerre plus large avec l'Iran plus probable, si Netanyahou pense qu'un conflit est sa meilleure chance de rester Premier ministre. Selon des rapports internes, Netanyahou était sous forte pression pour accepter cet accord, notamment de la part des États-Unis, ce qui suggère que s'il avait pu agir selon ses propres calculs politiques à ce moment-là, un cessez-le-feu n'aurait probablement pas eu lieu. Au-delà de Netanyahou, il reste incertain que le public israélien accepte de nombreux termes de l'accord de paix de Trump, notamment l'amnistie pour les combattants du Hamas et l'abstention d'Israël d'occuper ou d'annexer Gaza.
L'annexion est une question très sensible politiquement, avec de nombreux opposants farouches à l'intérieur d'Israël, mais le pays traverse actuellement une période politique où de petits partis favorables à l'annexion exercent une influence déterminante sur la politique intérieure. Le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Betzalel Smotrich, allié clé de Netanyahou, a affirmé après le cessez-le-feu que lui et son parti du sionisme religieux s'opposeraient fermement à la fin de la guerre. Sur les réseaux sociaux, Smotrich explique qu'il espère, je cite, qu'immédiatement après le retour des otages chez eux, l'État d'Israël continuera de s'efforcer de toutes ses forces à l'éradication totale du Hamas et au désarmement réel de Gaza, afin que cette région ne constitue plus une menace pour Israël. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dirigeant d'extrême droite, a approuvé tout en menaçant Netanyahou. « Nous voulons la libération de tous les otages, mais nous voterons contre celle des meurtriers. Le Premier ministre m'a promis que le Hamas serait démantelé, sinon nous dissoudrons le gouvernement. » Même pour les modérés en Israël, l'idée d'accorder l'amnistie et un passage sécurisé aux combattants du Hamas vers n'importe où dans le monde reste difficile à accepter. Comme toujours, la population juive mondiale fait face à la menace d'attaques antisémites aléatoires partout dans le monde, tandis qu'il ne serait pas forcément surprenant de voir d'anciens militants du Hamas rejoindre d'autres formes d'idéologie radicale à l'étranger ou même prendre les armes aux côtés d'autres groupes soutenus par l'Iran. Heureusement, ces problèmes sont pour demain, et aujourd'hui, nous pouvons profiter d'une bonne nouvelle du Moyen-Orient. Et oui, il faut absolument toucher du bois en ce moment. Il faudra attendre pour découvrir ce qui va se passer à Gaza, en Israël et dans la région. Mais au moins pour aujourd'hui, les combats à Gaza sont terminés. On ne peut qu'espérer que cela reste ainsi. Merci de nous avoir regardés.